Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous vous accueillons pour cette conférence sur le sujet de la mobilité des aînés. Donc un sujet d'importance cruciale pour notre société. Le titre de notre conférence aujourd'hui, c'est La mobilité des aînés, un levier d'autonomie des personnes, et si le vélo était aussi une solution. Alors, pour commencer, tout d'abord, quelques éléments de contexte, et je laisserai les intervenants aussi peut-être élaborer sur ces éléments pendant la conférence. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans les prochaines décennies, la France connaîtra une transition, une transformation démographique majeure. Notamment, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans augmentera de manière significative, posant ainsi de nouveaux défis, des défis en termes de mode de vie, d'habitat, d'infrastructure et des défis en termes de mobilité. Cette mobilité, justement, qu'elle soit à pied, à vélo, en transport en commun, en voiture individuelle, est un vecteur essentiel d'autonomie et d'émancipation, quel que soit l'âge. Pourtant, les aînés ne forment pas un groupe homogène et les usages en termes de mobilité et de mode utilisés diffèrent fortement. Il est impératif de prendre en compte les besoins spécifiques, les fragilités qui peuvent survenir avec le temps à différents de la vie et par rapport à la situation de chacun. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir des experts qui ont une vision unique sur ce sujet. Ils partageront avec nous leurs connaissances, leurs expériences, leurs idées aussi, pour répondre aux besoins de mobilité des aînés. Nous aborderons également la question du vélo spécifiquement, un mode de déplacement en expansion. Nous explorerons s'il peut devenir un levier de prévention et un levier de santé aussi pour les seniors. Donc, pour en parler aujourd'hui, dans ce panel autour de la table, nous avons Monsieur Pierre-Olivier Lefebvre, qui est délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. Nous avons également Madame Catherine Pilon, qui est déléguée générale de l'Association des villes et territoires cyclables et marchables. Et enfin, Monsieur Joël Messonnier, chargé de recherche en sociologie des transports et comportements de déplacement au CEREMA. Donc nous sommes ensemble pour une séquence d'environ 30 minutes. Nous souhaitons construire un format qui est aussi participatif, donc organiser un dialogue. Donc pour l'audience qui est ici aujourd'hui, n'hésitez pas à intervenir, à solliciter nos intervenants, à poser des questions, justement pour rendre cette séquence interactive. Alors, nous allons démarrer avec un tour de table de nos intervenants aujourd'hui, en commençant par Monsieur Pierre-Olivier Lefebvre. Monsieur Lefebvre, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le réseau francophone des villes amies des aînés? Donc, peut-être vous présenter votre rôle au sein de cette organisation, et peut-être démarrer ce tour de table en recontextualisant, en nous en disant un peu plus sur les enjeux de vieillissement et comment ces enjeux sont liés aussi à la mobilité au sein de nos villes, de nos collectivités. Oui, bonjour à tous. Donc le réseau francophone Ville Amies des Aînés, c'est un réseau qui a plus de 310 adhérents aujourd'hui en France. Donc ça couvre 22 millions d'habitants qui vivent en France sur un territoire qui est engagé dans cette démarche Amies des Aînés. La démarche, c'est de croiser les regards des habitants, des utilisateurs, des usagers, comme on dit des fois, des professionnels et puis des élus, pour se dire, là où je vis, comment on organise les choses pour que, je dirais, ce défi démographique dont vous parlez soit pas vu comme un problème, soit pas vu comme un coût, soit pas vu comme une charge, mais soit vu comme quelque chose à vivre ensemble. Et le 21e siècle n'est pas fait comme le 20e siècle, et pas fait comme le 19e siècle. Et donc, il faut inventer une nouvelle façon de vivre entre générations, en prenant en considération que le nombre d'habitants âgés va être plus nombreux, qui va être d'autant plus nombreux que le nombre de jeunes est moins nombreux. Donc ça modifie aussi la donne entre l'équilibre des générations. Et puis, non seulement on va être plus nombreux, alors je dis on parce que moi j'ai 60 ans, donc souvent je suis dans les stats maintenant. Voilà, parce que des fois, là vous avez parlé de 75, il y a d'autres fois on parle de 60, il y a d'autres fois on parle de 85. Et ça amène en fait la question de qu'est-ce que c'est qu'être vieux, qu'est-ce que c'est qu'être une personne âgée. Voilà, on a des définitions personnelles.
Et souvent d'ailleurs, quand on aborde le sujet personnellement, on dit ah ben non, mais moi je suis pas vieux, c'est les autres qui sont vieux. Voilà. Alors moi je dis je suis vieux, j'ai 60 ans, je suis vieux et je vais bien. Parce qu'en fait, souvent le souci qu'on a, c'est on définit la vieillesse par rapport à ses incapacités. Et un des rôles du réseau, et c'est pour ça qu'on est content d'être là ensemble, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on est que d'avant et qu'on est que dans des incapacités. En fait, on a plein de choses qu'on peut continuer à faire, on a même plein de choses qu'on peut apprendre à faire et pour longtemps. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de passer de ce défi individuel, de se dire est-ce que moi je suis vieux ou pas, et de se dire bah oui, je peux être vieux et en fait avoir des choses à faire, et puis de le débattre et de poser la question en termes de société sur le territoire, c'est comment j'organise le territoire, qui a été pensé par rapport à d'autres générations, et c'était bien à ce moment-là, comment je le construis, comment je le pense, pour que quand je prends de l'âge, je continue de me dire là où je vis, je suis à ma place. Là où je vis, je ne me sens pas de trop. Là où je vis, on ne me fait pas remarquer que je suis plus lent, que j'aime pas les autres façons dont vont les uns ou les autres. Donc ça demande aussi un travail de fond au niveau des élus et des services. Par exemple, pour se dire sur cette question de la mobilité, ben en fait, on n'a pas le même rythme. Voilà. Là, moi, j'ai foncé, j'étais à Convention il y a 10 minutes et j'ai marché vite parce que j'aime bien marcher vite et je suis arrivé à l'heure. Si j'avais été avec quelqu'un qui était plus lent, et c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité, bah peut-être que je serais parti il y a une demi-heure pour qu'on soit à l'heure quand même. Et donc ce rapport au temps, ce rapport à la capacité, mais en même temps au différentiel de capacité, eh ben, il doit être pensé pour que, au final, on ne soit pas dans des injonctions qui excluent les gens. Je veux dire par là que trop souvent on dit aux habitants âgés, mais si, regardez, c'est facile. Et puisqu'on parle de mobilité, on dit aussi, regardez, c'est pas loin. Et en fait, on n'évalue pas l'effort que ça demande pour tel ou tel, de se dire les 300 mètres, les 500 mètres, le kilomètre que vous me demandez de faire, est-ce que pour moi, c'est un petit effort, un effort moyen ou un gros effort? Et au final, de dire aux gens, c'est pas loin ou c'est facile, bah, si on n'y arrive pas, c'est une façon induite de leur dire, vous n'êtes pas à votre place, donc restez chez vous. Et l'idée de lutter contre l'isolement, c'est justement de travailler sur les mobilités. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre avec les autres? C'est de se dire que je peux faire ce que j'aime. Et donc aller faire ce que j'aime. Sauf que si de l'autre côté, il y a de telles contraintes qui fait que j'ai le sentiment d'être bousculé, imaginez la foule qu'il y a. Dites à quelqu'un, non mais t'inquiète pas, je suis pas loin, je suis à l'autre pavillon. Mais si je me tords la cheville là, en sortant, je mets 1 heure à aller à l'autre pavillon. Donc en fait, le pas loin, il n'a pas de sens. C'est comment j'évalue le dosage, le temps que je dois faire, et donc comment je le travaille avec les autres habitants, avec les autres services techniques. Et donc c'est de conjuguer quelque part l'expertise d'usage qu'ont les habitants âgés, qu'ont aussi les services qui travaillent auprès des seniors, avec l'expertise technique qu'ont les acteurs de la voirie, de l'éclairage public, des vélos, de l'intermodalité, pour se dire en fait il faut que nos mondes se rencontrent pour que les habitants continuent de se dire eh bien là où je vis, je continue d'être à ma place parce qu'ils se sont posés les bonnes questions. Donc voilà un petit peu en intro ce que je peux dire. Très bien, je vous remercie. C'est très intéressant cette notion de démarche participative. Je pense qu'on pourrait y revenir. D'ailleurs, on va continuer le tour de table, mais peut-être si vous pouvez penser aussi à des exemples que l'on pourrait donner dans cette conférence. Et j'ai noté aussi plusieurs points sur lesquels on pourrait revenir, notamment peut-être après avec monsieur du CEREMA, donc dans l'étude que vous avez réalisé au CEREMA, je pense qu'il y a d'autres points sur lesquels on pourrait rebondir. Alors, avant de passer à vous, Monsieur Messonnier, je pense qu'on peut continuer avec Madame Pilon. Alors, de la même manière, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, du coup, sur l'association des villes et territoires cyclables et marchables, peut-être les travaux que vous réalisez et le message que vous souhaitez avoir porté aujourd'hui sur le Salon des maires? Merci de m'avoir invité déjà, Paul. L'association Le Club des villes et territoires cyclables et marchables, elle a plus de 30 ans. Et elle s'est constituée autour de 10 collectivités qui se disent, donc on est dans les années 90, fin des années 80, le vélo, c'est pas qu'un truc pour aller faire du sport le week-end. Le vélo, c'est un mode de déplacement du quotidien.
comme la marche, le vélo, c'est un mode de déplacement propre, pas cher, bon pour la santé, qui ne fait pas de bruit, qui est tout à fait accessible pour des petites distances et des moyennes distances. Elles sont 10 collectivités à la fin des années 80. Aujourd'hui, on est à plus de 240. Il y a d'autres associations qui ont aussi... Donc on est vraiment une prise de conscience massive de l'intérêt des modes actifs pour les habitants. Donc les collectivités nous rejoignent et elles sont nombreuses à nous rejoindre chaque année. Cette association, elle a pour objectif de les accompagner à développer le vélo. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, on sait que dans les grandes métropoles, le pli, il est pris. Il y a eu une explosion de la pratique du vélo. Par contre, il y a des villes moyennes ou des villes plus petites où ça n'est pas encore enclenché. Donc ça, notre travail, c'est d'aller chercher ces collectivités pour les accompagner à améliorer la prise en compte du vélo. Voilà. Mais il y a des publics qu'on ne touche pas, même dans les grandes villes. Par exemple, les habitants des quartiers politiques de la ville, on ne les touche pas beaucoup. Ils font 2 fois moins de vélo que les autres. Ils marchent beaucoup plus, 2 fois plus, mais ils ne font pas autant de vélo, ils font 2 fois moins de vélo. Et donc là, il faut aller chercher ces publics pour les amener. Et puis, il faut chercher les personnes âgées, parce qu'il y a une forte perte d'autonomie dans la circulation, dans les déplacements des personnes âgées, auxquelles le vélo peut être une réponse. Le passage à la retraite est une occasion formidable pour sensibiliser les seniors au fait qu'ils peuvent acquérir un vélo à assistance électrique, pourquoi pas, qui va leur permettre d'avoir un deuxième véhicule à la maison qui leur permettra d'être autonomes et d'aller où ils veulent. Et donc là, on a un boom de la pratique des seniors. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a des collectivités qui mettent en place des aides à l'achat. Elles ont fait l'analyse de à qui bénéficient les aides à l'achat. Le rapport national de l'association Vélo Public dit qu'il y a plus de 30% des aides à l'achat qui sont captées par des personnes de plus de 60 ans. Autre exemple, les villes, elles mettent à place de la location longue durée pour les habitants. Surprise, parce que ce n'était pas du tout la cible initiale, 1/3 des vélos location longue durée sont utilisés par des personnes de plus de 60 ans. Et beaucoup de femmes. Ça féminise aussi, parce que les femmes, elles découvrent à la retraite, elles se disent, bah, tiens, je vais acheter un vélo. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose de positif. Et donc les villes développent plein d'actions. Dans le nom de notre association, vous avez entendu qu'il y a le terme de marchable. Pourquoi ? Avec le boom du vélo, on a vu dans la presse, de plus en plus fréquemment, aborder la question des conflits piétons-vélos. Comme si c'était un problème grave, insurmontable, terrible et dangereux. Donc on a bien regardé les chiffres de la sécurité routière qui sont faits chaque année. Il y a très peu d'accidents mortels ou graves même entre un piéton et un vélo. Ça arrive et c'est horrible et il ne faut pas que ça arrive, mais c'est vraiment mineur. Par contre, il y a un sentiment d'insécurité de la part des personnes âgées parce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir surgir autant de vélos et puis en plus il y a les trottinettes et puis il y a les gyropodes, etc. Donc ça modifie l'espace public. Et donc l'enjeu prioritaire de notre association pour les années à venir, c'est la cohabitation apaisée dans l'espace public. Et on lance une campagne Ville apaisée parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de conflit de génération, ni de conflit d'usage entre ceux qui marchent et ceux qui prennent le vélo. Il n'y a pas de raison, leurs intérêts sont les mêmes. Quand on a eu la ville avec le Covid, on a eu une expérience terrible. Mais si on se souvient des bons moments du Covid, c'était de sortir, quand on avait le droit, là, pendant le kilomètre qu'on nous donnait, et d'entendre les oiseaux, d'entendre les bruits de la... On avait une sorte de calme qui est incroyablement agréable. Et donc, on doit rechercher ça. On doit revenir en arrière. Et donc, je dirais que revenir en arrière, des bons côtés de l'en arrière. C'est-à-dire que des villes où il y a moins de voitures qui circulent, c'est des villes où on mourra moins de façon prématurée de maladies liées à l'émission de gaz à effet de serre. C'est des villes où les gens seront plus actifs et donc seront moins sédentaires et donc auront une meilleure qualité de vie. On vivra mieux et on bien vieillira mieux et plus longtemps. Donc voilà tous les enjeux qui sont pour nous fondamentaux. Et donc je suis très contente de retrouver Pierre-Olivier, avec qui j'ai déjà pas mal travaillé dans les années précédentes, pour pouvoir de concert engager les villes dans une meilleure prise en compte du vieillissement qui est là, il faut faire avec,
et une meilleure prise en compte des mobilités actives. Merci Madame Pilon. Alors maintenant qu'on a bien parlé des enjeux et donc ce que ça pouvait un peu représenter, je pense qu'il est intéressant de passer à vous, Monsieur Messonnier, que vous nous expliquiez un peu justement au CEREMA sur quoi portent les travaux que vous avez réalisés et quels peuvent être les principaux enseignements justement de ces travaux. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Effectivement, je suis sociologue des transports et je mène actuellement, donc l'enquête n'est pas terminée, je ne donnerai pas énormément de résultats finaux, mais je mène actuellement une enquête sur le territoire de la métropole européenne de Lille sur la mobilité des personnes âgées. Et effectivement, c'est une question qui taraude de plus en plus de collectivités quand elles regardent les statistiques de déplacement. Et ma voisine était très optimiste en parlant de boom du vélo. Malheureusement, les statistiques le sont beaucoup moins. Elle montre clairement qu'en réalité, quand bien même il y a effectivement des changements de comportement dans certaines classes sociales, dans certaines classes d'âge et sur certains territoires, on ne peut pas vraiment dire que les personnes âgées fassent partie des personnes les plus concernées par la pratique du vélo. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, c'est, je dirais même, un non-événement puisqu'on est de l'ordre de 0,07 déplacements par jour et par personne entre 65 et 75 ans, 0,03 déplacements par jour et par personne au-delà de 75 ans. Donc, quelque part, on est en train de rêver, et c'est bien, et je suis d'accord, pour qu'on rêve à un avenir qui soit différent, mais il faut quand même être réaliste sur ce qu'est la mobilité à vélo pratiquée par les personnes âgées aujourd'hui. Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous, il y a des potentiels, parce que quand on fait du vélo, eh bien, on entretient sa santé, et ça peut être très intéressant, effectivement, de voir aussi la dimension mobilité à vélo sous l'angle de la santé. Et puis par ailleurs, il y a aussi des solutions. Vous avez parlé de développement de vélos en location longue durée. Il y a des changements, effectivement, avec l'arrivée des vélos électriques. On voit que les personnes qui ont des difficultés à faire des efforts peuvent s'y retrouver. Et puis même les personnes qui disent avoir des problèmes d'équilibre, on peut aussi envisager des tricycles, etc. Donc il y a des solutions qu'il va falloir peut-être, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais la mobilité à vélo des personnes âgées, c'est pas forcément perdu. Pour parler de l'enquête lilloise, pourquoi une collectivité se pose la question de financer une enquête sur les déplacements des personnes âgées? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les résultats de l'enquête quantitative étaient assez inquiétants, puisque finalement, on s'apercevait que entre 2006 et 2016, donc en 10 ans de temps, en réalité, la classe d'âge 65-75 ans avait énormément changé de comportement et avait beaucoup moins pris les transports en commun, utiliser la marche et fait du vélo pour compenser sa part de la voiture, à tel point que c'est une classe d'âge qui avait un bilan de contribution aux émissions de gaz à effet de serre de plus 40%. Et pour ceux qui ont plus de 75 ans, on est même sur des augmentations de l'ordre de 50%. Donc c'est très inquiétant quand on cherche effectivement à être dans une tendance à une démobilité plus vertueuse. En fait, les personnes âgées contribuent, dans l'état de leur comportement actuel, énormément à davantage d'utilisation de la voiture. Alors bien sûr, ça s'explique par le fait qu'ils sont plus nombreux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que leur propre comportement évolue, c'est-à-dire que les personnes âgées d'aujourd'hui sont, entre guillemets, et sans jugement derrière, moins vertueuses que les personnes âgées d'hier.
hein. Donc il y a ce double processus. Non seulement elles sont plus nombreuses, donc ça change énormément les choses quand c'est toute une classe d'âge qui utilise énormément la voiture, mais en plus, leurs comportements ont tendance à être davantage motorisés. Il faut bien voir qui sont les personnes âgées d'aujourd'hui, qui entrent aujourd'hui dans le 4e âge. Eh bien, ce sont nos fameux baby-boomers qui sont nés avec l'automobile pour monsieur et madame tout le monde, hein. Les générations antérieures, c'était surtout les hommes qui conduisaient. Ce sont des générations qui sont nées dans la démocratisation de l'automobile, qui ont vécu cette période historique des 30 Glorieuses et qui sont donc, bien entendu, qui ont été biberonnés à cette utilisation systématique de la voiture. Les 30 Glorieuses ont permis une réelle augmentation du niveau de vie, ce qui s'est traduit par la possibilité pour ces générations-là de vivre le rêve pavillonnaire. Mais vivre le rêve pavillonnaire, c'est aussi se placer dans une dépendance à la voiture. Et aujourd'hui, ces personnes ont vieilli. Elles souhaiteraient, pour la plupart d'entre elles, continuer à vieillir dans leur habitat. Et quand il est plus espacé et moins centralisé, c'est compliqué. Comment on fait? Donc on a un vrai défi aujourd'hui, c'est comment on accompagne ces personnes âgées ou ces personnes vieillissantes dans une mobilité qui soit plus durable. Très bien, je vous remercie. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir peut-être sur ces différents éléments? Oui, non, moi je peux, parce qu'en fait je suis assez d'accord avec le diagnostic. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder au fait qu'est-ce qui fait qu'on utilise la voiture. Qu'est-ce que les gens nous disent qui leur plaît dans la voiture. Au-delà du côté statut social, liberté, baby boomer, c'est je mets ma voiture dans un parking souterrain et je suis pas loin de là où je fais mes courses. Donc c'est aussi le côté capacitaire. Je vais pas avoir 1 kilomètre à faire, à trimballer mon caddie dans le bus ou en vélo et comment j'organise les choses. Je vais trouver quelque chose qui est éclairé où j'ai pas le sentiment d'être en insécurité et de tomber. C'est de trouver des toilettes publiques. Et en fait, quand je dis que la ville doit s'adapter, c'est comment on crée toutes ces réponses d'attente, de sécurité, de toilettes publiques, d'éclairage, de convivialité, du dernier kilomètre, voire du dernier 100 mètres, qui fait que même si on propose d'autres modes de mobilité, je vais garder cette qualité dont je suis en droit d'attendre ça à titre individuel. Et si on oppose les choses en disant c'est pas bien de prendre la voiture, vous devriez faire autrement, mais qu'on ne répond pas à ses attentes personnelles, en fait, si on a ce sentiment d'insécurité, que je vais me casser la figure, que je ne sais pas acheter un titre de transport, que le trottoir est tellement à partager que moi je ne me sens pas bien parce que les questions de proxémie fait que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui va tellement vite à côté de moi, qui va tellement lentement, que vous avez sûrement raison. Mais en attendant, pour moi, je ne vais pas changer mes habitudes parce qu'en fait, le rapport bénéfice-risque, il n'est pas rempli. Donc le rôle de nos territoires, c'est d'intégrer ces attentes individuelles, de les développer pour que ça devienne une réponse collective. Et ensuite, on verra des réponses. Nous, on voit par exemple dans des villes, des territoires qui font des démonstrations. Vous n'avez pas de vélo, mais des fois, vous savez pas comment utiliser les transports en commun. Vous connaissez pas les plans du territoire, parce qu'en fait, il ne faut pas croire que parce qu'on est vieux, on sait comment fonctionne son territoire. Et donc, quand on fait des mises en lien, on a des gens qui vont dire « Ah, mais je pensais que c'était plus compliqué que ça, donc j'accepte d'essayer. » Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi des temps intermédiaires. Voilà, le but, c'est pas de dire « C'est bien, c'est pas bien » ou « Prenez pas la voiture, prenez peut-être moins la voiture. » Et il y a des choses que je pourrais faire à pied ou en vélo. Mais nous, on voit, par exemple, on a fait un baromètre ce que veulent les vieux. 17 000 personnes questionnées dans les territoires en leur disant qu'est-ce que vous attendez. Voilà. Et bien les gens, ils nous disent sur ces questions-là, on veut des pistes cyclables aménagées et entretenues. Donc en fait, derrière, il y a deux choses. Il y a aussi la question de la sécurité et du partage. Et aménager, ça veut dire aménager par rapport à mon rythme. Pas simplement de me dire, là, c'est la voie des vélos. Parce que peut-être que on a des gens, ils nous disent mais en fait mettez-nous je sais pas, est-ce qu'on pourrait louer aussi des tricycles ou des triporteurs, parce que du coup on pourrait mettre nos courses dedans.
Donc c'est aussi des boîtes à idées, d'écouter les choses, de tester les choses, et puis un travail de réseautage, parce que quand il y en a un qui fait, c'est le meilleur ambassadeur pour dire aux autres, regarde ce que j'ai trouvé, comment c'est génial, ça change la vie pour moi. Donc cette idée aussi de donner envie, plutôt que d'être culpabilisateur. Vous voulez rebondir? Ouais, si je peux me permettre de rebondir Et sur après, l'aménagement. Je crois effectivement que vous avez entièrement raison. Il faut travailler sur l'aménagement. C'est pas seulement motivation individuelle et discours. Il faut travailler. C'est vraiment les élus qui ont aussi une responsabilité d'aménagement. Mais je vais préciser une chose, c'est pas seulement les villes qu'il faut aménager. La France est faite aussi d'énormément de toutes petites villes et de villages. Et la France a une chance, c'est que elle dispose d'un réseau alors ça peut être des routes forestières, de chemins de vigne, de chemins de campagne. C'est les routes blanches sur la carte, exactement. Eh bien, peut-être qu'il serait temps maintenant de réfléchir à leur usage et peut-être d'accepter que les voitures n'y aient plus leur place, pour laisser la place aux vélos et aux piétons. Et auquel cas, on pourrait beaucoup plus facilement imaginer une mobilité et durable, et active, et possible en toute sécurité pour toutes les classes d'âge, et permettre de relier des bourgs. Parce qu'en fait, on est un peu coincé dans nos villes, sur nos trottoirs, et puis on a investi énormément sur l'aménagement des villes, mais que fait-on finalement dans les espaces plus ruraux, alors même qu'on dispose de cette possibilité-là? Je vous remercie. On n'a qu'une demi-heure, donc c'est vrai que le temps est compté. Madame Pilon, est-ce que vous souhaitez rebondir? On n'a pas parlé de la filière cycle, notamment du rôle de la filière cycle à l'heure actuelle par rapport à cet enjeu de mobilité des seniors. Et peut-être rapidement, parce que si on arrive à prendre une ou deux questions de l'audience, Ok, c'est j'y vais bien vite aussi. alors. Donc, on est vieux à 55 ans hein, dans les statistiques de l'INSEE. Moi, j'y suis, ça y est. Ouais, moi aussi, ma vieille. Donc, forcément, les questions ne se posent pas le problème pour un vieux de 55 ans ou une vieille de 55 ans et quand on a plus de 80 ans. C'est pas la même chose. Ce qui est sûr, c'est que les habitudes qu'on a prises en enfant, adolescent, on les poursuit après. Donc forcément, la génération des baby-boomers qui ont découvert la voiture individuelle, les 2 voitures individuelles, voire les 3 voitures individuelles dans le foyer, eux, il y a tout un travail d'acculturation pour changer les imaginaires. Ça, c'est sûr. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut agir sur les jeunes, pour donner envie aux jeunes de se déplacer autrement que l'ont fait nos parents. Ou, voilà. Ça, c'est certain. Et ce travail-là, il est formidable. Et ce travail, il peut se conduire en plus avec les personnes âgées d'aujourd'hui. Je pense à la Fédération française de randonnée pédestre de la Seine-Saint-Denis, qui embarque des gamins pour leur apprendre à marcher dans la ville, à faire des plans de randonnée intéressants à faire en ville, et qui ensuite on assure la diffusion auprès de toute la classe d'âge. C'est formidable. Donc là, on a mis les seniors et les jeunes ensemble à construire le dessin d'une ville à pied plus agréable pour tous. Ça, c'est une bonne expérience. Les collectivités, elles font des ateliers de remise en selle aussi. Parce que dans les personnes âgées, il y en a plein qui ont appris à faire du vélo, mais qui ont désappris. Et donc, en quelques séances, vous avez des vélo-écoles municipales ou associatives qui sont capables de redonner de la confiance et qui sont capables aussi de montrer qu'il existe des nouveaux vélos qui tiennent compte de la perte d'équilibre, qui tiennent compte du fait qu'on peut se lever, se hisser. Et donc, il y a des vélos ABC, il y a des vélos tricycles, il y a les vélos à assistance électrique, on en a parlé. Donc, la filière économique française du vélo, qui est en cours de structuration, est pleine d'imagination pour inventer les vélos de demain. On parle aussi des tandems. Pas forcément des tandems où tout le monde pédale à la même vitesse devant et derrière, mais des tandems où on est 2 de face et où on peut avoir un pédalage différencié. Ça aussi, ça change tout. Et puis, il y a ces vélos cargo qui permettent, avec l'association par exemple Vélo sans âge, hein, qui avait gagné le talent du vélo il y a 2 ans, talent du vélo que nous organisons avec notre club des villes et cyclables et marchables. Eh bien, ça, ce sont des vélos cargo où il y a des places devant pour asseoir une personne âgée et lui permettre de retrouver la sensation de quand elle faisait du vélo sur les chemins à bicyclette. Et on voit les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de faire tout un discours, quoi. C'est un grand bonheur quand on est une personne très âgée, très immobile,
de retrouver, même si ce n'est pas nous-mêmes qui nous mouvons, cette sensation d'être sur un vélo. Donc ça, c'est vraiment des expériences intéressantes. Et puis, vous avez raison, hein, la ville apaisée, c'est ce que je vous disais, notre campagne ville apaisée, elle s'appuie sur tout ce qui va faire qu'on peut se sentir à l'aise de déambuler dans une ville ou dans un village, parce que notre campagne ville apaisée, elle ne concerne pas que les villes. Hein, vous parliez des élus, dans les villes rurales aussi, ils signent les villes apaisées, parce qu'eux aussi, ils ont la départementale qui traverse le village et qui fait que ça roule à 50 km/h, dans le meilleur des cas, au plein milieu. Donc si vous voulez aller de la boulangerie à la boucherie, il faut attendre que les camions à 50 km/h minimum soient passés. Donc là, il y a tout un engouement dans les communes rurales, dans les territoires peu denses aussi, pour se réapproprier cet espace qu'on a confié quand même à des trucs qui vont très vite et qui ne sont pas toujours là en plus. Ils ont 80% de notre espace public sans pour autant l'occuper. Donc voilà, il y a une redistribution, on appelle ça la conquête spatiale. Il y a une conquête spatiale à faire dans toutes les villes de France. Et je pense qu'il y a quand même une forte volonté politique transpartisane de s'y atteler. Même si ce n'est pas commode tous les jours et qu'elles ont besoin d'être appuyées par les habitants. Très bien, je vous remercie. Alors, on arrive vraiment au bout de cette séquence. On n'aura pas vraiment de temps de partager des questions, mais ce que je vous propose, du coup, si vous avez des questions pour nos intervenants, c'est de peut-être leur poser juste à l'extérieur de l'espace de conférence. Comme ça nous laissera un peu plus de temps pour y répondre. En tout cas, je souhaite vous remercier aujourd'hui pour cette intervention donc, sur le sujet de la mobilité des aînés. Voilà, n'hésitez pas à prendre un peu de temps aussi avec l'audience pour répondre aux différentes questions qu'ils peuvent avoir. Merci à tous et bonne journée, bon salon.